Bon, je recommence. Semble-t-il, le son n'était pas mis en marche. Donc, je disais qu'effectivement, vous êtes déjà habitué à cette ligne de temps, puisque celle-ci représente la procédure des élections sociales sur base de deux lettres X et Y, donc 90 jours entre les deux. Le jour X, pour les plus, j'allais dire pressés d'entre vous, c'est le 9 février, puisque c'est le 9 février qu'on a le jour X, et c'est vraiment le premier moment, je dirais, pas important, mais marquant dans la procédure d'élection sociale. Alors, cet avis du jour X, il faut noter que, bon, il y a certaines mentions qui sont obligatoires. L'auteur de cet avis, c'est le CE ou le CEPT qui existe déjà. Donc, c'est eux qui sont compétents à ce niveau-là pour le rédiger officiellement. Donc, souvent matériellement, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais c'est bien sous leur responsabilité que cet avis est rédigé et sera affiché. S'il n'y a pas de conseil d'entreprise, s'il n'y a pas de comité, ce sera l'employeur qui sera chargé de faire cet affichage. Formellement, en tant que tel, la délégation syndicale n'a pas de rôle à jouer. Maintenant, s'il y a une délégation syndicale, mais pas de CVPT, pas de CE, à ce moment-là, elle va recevoir copie du document. Mais sinon, je dirais au niveau, elle ne doit pas être en tant que tel proactif par rapport à ce jour X. Alors l'affichage se fait de toute façon bien, et je dirais même par défaut, par un affichage papier, ou alors éventuellement au niveau électronique, sur l'intranet de l'entreprise. Je vous rappelle que ça doit garder une certaine constance, une certaine permanence, même si c'est de l'électronique. Le document doit être envoyé, il doit être évidemment conforme au template qui existe au niveau du SPF, emploi, travail, concertation sociale. Il doit être envoyé, uploadé, si je veux dire, donc téléchargé en téléchargement montant vers le site du SPF. Et si vous ne le faites pas électroniquement, eh bien, vous allez devoir l'envoyer par courrier vers les organisations syndicales. Alors, que comporte cet avis? Eh bien, il y a quand même, de mémoire, 9 mentions. Tout d'abord, on les a soulignés ici, c'est la date et l'horaire des élections, et par voie de conséquence aussi, la date et l'horaire des ouvertures des bureaux de vote, le nombre de mandats par organe et par catégorie, et la liste électorale provisoire, ou, et certainement, si cette liste est très importante, vous pouvez vous contenter, dans un premier temps en tout cas, de mettre un avis qui indique là où ces fameuses listes peuvent être consultées. Donc ça vous évite, si vous travaillez avec des valves et que vous avez beaucoup de personnel, ça vous évite d'avoir un bottin de téléphone affiché, ce qui n'est pas toujours très pratique. Alors, autres informations qui vont être prises sur l'avis, c'est l'adresse et le nom des UTE pour lesquels on va devoir faire un CPPT ou un CE. On aura la liste des membres du personnel dirigeant et leurs fonctions. Éventuellement, s'ils sont nombreux, on peut aussi indiquer là où on peut les consulter. La même chose pour les cadres. On est ici, je vous le rappelle, au niveau des noms de personnes et plus simplement des fonctions. Le timing, donc le calendrier électoral proprement dit. En principe, c'est ça qui sera respecté, sauf incident de procédure. La personne ou le service chargé de l'envoi ou de la distribution des lettres de convocation. Alors, l'idée ici, qui est derrière, c'est de permettre aux gens aux travailleurs qui constatent que leurs collègues ont reçu une convocation et que eux pas, eh bien, ils savent où aller se renseigner pour voir si effectivement il n'y a pas une erreur ou un manquement. Enfin, le fait de voter par électronique ou pas. Je vous rappelle que c'est une décision unanime du conseil d'entreprise ou du comité, sachant aussi que s'il n'y a pas de comité, pas de conseil, il n'est pas possible de voter par électronique. Alors, premier élément qu'on va voir un peu plus en profondeur ensemble, c'est la date des horaires des élections, donc date et évidemment heure d'ouverture des bureaux de vote. Là-bas, c'est de savoir ce qu'est un bureau de vote, c'est un président qui ne doit pas nécessairement appartenir à la catégorie pour laquelle on va voter, et avec lui un président suppléant en cas de défaut du président le jour des votes. Un secrétaire avec un secrétaire suppléant qui lui doit appartenir à la catégorie pour laquelle on vote, et enfin 4 assesseurs. Il n'y a pas de suppléants qui sont prévus et eux doivent aussi appartenir à la catégorie pour laquelle on vote.
Alors on retiendra, vous savez certainement qu'on fait un bureau de vote par collège électoral. Ça veut dire qu'on a un bureau de vote sur nos ouvriers, un bureau de vote pour les ouvriers, un bureau de vote pour les employés, un bureau de vote pour les jeunes et un bureau de vote pour les cadres, évidemment pour les jeunes et pour les cadres, pour autant qu'il y ait effectivement des jeunes et des cadres dans l'entreprise. Alors, il y a des exceptions à ce principe d'un bureau de vote par collège électoral. C'est éventuellement quand on a des grandes populations électorales, on peut avoir un bureau principal et des bureaux, un ou des bureaux secondaires, qui seraient délocalisés, qui seraient à un autre endroit que, par exemple, au siège de l'entreprise, siège central de l'entreprise. On peut aussi, mais sur base d'un accord avec les partenaires sociaux, avoir une composition commune des bureaux. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent pour faire des économies en termes de personnes mises à disposition pour les opérations électorales. Donc, c'est assez fréquent, mais soyons précis, soyons clairs, il faut absolument que les syndicats soient en accord avec vous pour pouvoir limiter le nombre de bureaux de vote, pas de collège électoral. On peut aussi avoir des circonstances où, parce qu'il y a très peu de représentants dans une des catégories, eh bien, on rassemble les deux pour faire un seul et même bureau de vote. C'est dans les vraiment très petites structures. C'est prévu par la loi d'ailleurs. Alors, c'est le comité et le conseil qui déterminent la date et l'ouverture, début, fin, le lieu de chacun des bureaux de vote. Ça relève de leurs compétences. Et si jamais il n'y a pas d'accord au niveau du conseil et du comité, eh bien, on ira retrouver l'inspecteur chef de district du contrôle des lois sociales pour qu'il tranche en la matière. Ça restera de toute façon une décision du comité ou du conseil, mais c'est avec l'aide ou je dirais la conciliation de l'inspecteur chef. En pratique, par rapport à tout ça, quand vous décidez, quand le conseil et le comité, comme employeur, vous allez aussi participer à ces décisions, faites en sorte, par rapport au choix que vous allez faire des dates, des lieux et des horaires, que chacun ait une possibilité raisonnable, une chance raisonnable de voter. On a, par exemple, qui peut poser problème, ou en tout cas dont il faut tenir compte, les gens qui travaillent en équipe et certainement les gens qui ont des horaires décalés. C'est clairement, on doit leur laisser la possibilité de voter durant leurs heures de travail. Il n'est pas question de les obliger de venir en dehors de leurs heures. Faites attention aussi à ne pas avoir des heures d'ouverture trop longues. C'est vrai que ce serait socialement le bienvenu, mais il ne faut pas oublier que il y aura encore des opérations de comptage et de dépouillement à la fin des heures d'ouverture du bureau de vote. Et donc ça veut dire que ce sont des opérations qui peuvent prendre du temps et certainement s'il y a des discussions par rapport aux résultats ou à des bulletins de vote. Alors, pour ceux qui ont déjà eu des élections en 2012, évidemment, on peut se référer à ce qui a été fait à cette époque-là. Maintenant, d'expérience, on est quand même à peu près à 100 travailleurs par heure. Donc, c'est un ordre de grandeur moyen, évidemment. Et bien sûr, plus il y a d'isoloirs, plus le vote est rapide. Donc, voilà, il faut en tenir compte dans votre organisation matérielle. Vous aurez évidemment aussi eu une concertation avec les syndicats, les partenaires sociaux pour la composition du bureau et éventuellement vous aurez demandé leur accord aux organisations syndicales présentes, aux représentants des travailleurs pour voter par correspondance. Généralement, ils sont plutôt en faveur d'un vote par correspondance. Ça permet d'augmenter, je dirais, la base électorale. Alors, différents bureaux de vote possibles, évidemment. On peut avoir un bureau de vote qu'on va appeler fixe, c'est-à-dire classique, avec des urnes, des bulletins de vote en papier, des listes en papier, etc. Ou éventuellement électronique. On reviendra un peu dessus. Le bureau de vote électronique qui est quand même moins fréquent, mais qui est à l'instar des élections fédérales ou régionales sont tout à fait possibles. On peut aussi avoir un bureau de vote mobile, c'est-à-dire que on transporte les urnes avec des témoins qui le demandent d'un site à l'autre pour permettre aux travailleurs de différents sites de voter sans avoir à se déplacer. Si vous avez plusieurs sites, il est clair que les personnes
Et pour autant qu'on soit face à des bureaux fixes, les personnes, on doit avoir la possibilité de se déplacer et durant le temps de travail. Donc parfois, ça vaut la peine de penser à un déplacement de bureau. Ça permet quand même une économie de ne pas devoir créer 2 bureaux, mais de le faire de manière mobile. Alors reste aussi le vote par correspondance. Alors même si l'intégralité du vote se fait par correspondance, ça n'empêche que vous aurez quand même un bureau de vote à constituer, puisqu'il y a une procédure d'ouverture des votes par correspondance qui vous reviennent. Deuxième point que l'on voit ensemble par rapport à la liste du jour X, les listes électorales. Vous vous souvenez qu'il y a des listes qui sont des listes distinctes en fonction des collèges, puisque alors on a où les ouvriers, les employés, les jeunes. Je vous rappelle qu'on a des travailleurs, des jeunes travailleurs, si au jour X, on a plus de 25 travailleurs qui auront au jour Y moins de 25 ans. Ça c'est la règle pour savoir si effectivement on a des jeunes travailleurs, donc un collège électoral distinct. Pour les cadres, si au jour X on a 15 cadres, plus de 15 cadres et plus, pardon, ça aura comme conséquence que vous aurez aussi un collège électoral distinct et normalement un mandat en plus, puisqu'on parle ici bien du conseil d'entreprise. Dans la mesure où les jeunes ou les cadres ne constituent pas un collège distinct, une catégorie séparée, à ce moment-là, ils vont être, je dirais, redistribués dans les catégories ouvriers et ou employés. Pour les cadres, évidemment, il s'agit des employés. Ces listes électorales vont reprendre par ordre alphabétique selon une numérotation continue des travailleurs, avec leur nom, prénom, date de naissance, date d'entrée en service, lieu de travail. Je dirais que si on est dans des grosses structures et si tant est qu'il y a aussi des alias ou des personnes qui sont connues sous un autre nom que le renom d'état civil, ça vaut peut-être la peine pour aider le président et le secrétaire d'indiquer effectivement le nom sous lequel ils sont connus pour pouvoir le repérer rapidement. Bon, c'est pas une obligation légale, mais c'est peut-être un petit truc pour éviter de se tromper et pour gagner peut-être un peu de temps au moment de la procédure de vote même. Alors il est possible, quand on a évidemment de grandes listes, de les regrouper et comme on est quand même encore relativement loin, dans 90 jours du vote, eh bien, il peut évidemment se passer des choses dans le personnel pendant 3 mois et 77 jours après le jour X, sur lequel nous nous trouvons, eh bien, il y aura un nettoyage des listes, des gens qui seraient éventuellement partis entre-temps, ou décédés, enfin que sais-je. Il y a plusieurs événements qui peuvent se passer qui font qu'ils ne seront plus là pour voter. Nombre de mandats conférés, troisième point. Alors vous avez ici un tableau avec le nombre de mandats qui vont se situer en fonction de la tranche, en dessous de 101, de 101 à 500, etc. Je ne vais pas lire tous les différents niveaux avec vous. On indique inférieur à 101. Pourquoi est-ce que on ne s'est pas contenté de dire supérieur à 50, 50 et plus? En réalité, il se peut qu'une entreprise ait rempli les conditions de seuil de 50, mais qu'au jour X, il ne soit plus 50. Donc on ne s'est pas contenté d'indiquer simplement 50, parce qu'effectivement, il se peut, et certainement pour les sociétés et les entreprises qui flirtent avec les 50, eh bien que le jour X, ils ont moins de 50 travailleurs. Alors évidemment, ici nous avons la colonne de droite, le nombre de mandats effectifs, mais il s'agit aussi d'avoir des suppléants en même nombre. Donc en réalité, pour une entreprise en dessous de 100, eh bien, on aura 4 plus 4 représentants des travailleurs, donc 4 effectifs et 4 suppléants. Alors, par rapport aux mandats normaux, comment se déterminer par rapport aux différentes fourchettes? Qui prend-on en considération avec les personnes avec un contrat de travail ou contrat d'apprentissage? Et la Cour de cassation a précisé que les intérimaires vont compter aussi pour le nombre total de mandats. Mais les intérimaires ne vont pas intervenir pour la répartition selon les catégories. Alors il faut être occupé dans l'unité d'exploitation au jour X, et on va compter cette fois-ci par tête, par personne physique. On ne compte plus en 365e ou en 730e, c'est ici par personne physique que l'on fait un compte. Par rapport aux intérimaires, évidemment, si on a des gens
des intérimaires utilisés par l'employeur et qui remplacent un travailleur fixe, eh bien, on ne va pas les compter. Ça, c'est une règle que nous connaissions déjà. Pourrions-nous augmenter le nombre de mandats? Dans un certain sens, quand il y a 15 cadres, c'est une obligation, puisque si on est entre 15 et 100 cadres, il y aura un mandat en plus au niveau du conseil d'entreprise, et si on dépasse les 100 cadres, à ce moment-là, on aura 2 mandats en plus. Retenez bien qu'il s'agit seulement des mandats du conseil d'entreprise, puisqu'il n'y a pas de liste cadre pour le comité. Au niveau du comité, ils sont repris parmi les employés. On peut aussi imaginer, et parfois pour des raisons qui sont des raisons historiques, des raisons qui sont particulières de l'entreprise, augmenter le nombre de mandats dans les organes, soit CDPT. Alors c'est très fréquemment une monnaie d'échange contre une réduction éventuellement d'unités techniques d'exploitation. Donc on réduit, on se met d'accord sur la globalité des UTE, plutôt dans le sens réduction, mais très souvent les partenaires sociaux demandent à ce que, ok, on puisse diminuer les nombres d'UTE, mais alors avec comme corollaire qu'on augmente le nombre de mandats dans ces organes moins nombreux, mais à garder quand même une plus forte représentativité. Cette augmentation se fait sur base d'un accord unanime avec les syndicats, et on a quand même un maximum absolu de 25. 25 fois 2, puisqu'on a 25 effectifs et 25 suppléants, donc ça fait 50 personnes, c'est quand même pas rien. Et dans la mesure où on a conclu un accord avec les syndicats pour augmenter le nombre de mandats, à ce moment-là, cet accord doit avoir lieu au plus tard au jour X. Vous avez ici un aperçu de la procédure électorale telle qu'elle va se dérouler dans les mois qui viennent, puisqu'on est 3 mois avant le jour du vote. Nous avons parlé aujourd'hui du jour X, c'est le jour de l'affichage, c'est l'avis qui annonce la date des élections sociales. On va voir maintenant se dérouler 2 possibles événements, c'est-à-dire un premier événement possible, c'est une réclamation vis-à-vis de ce qui était affiché, réclamation qui est encore, je dirais, d'ordre interne, c'est un règlement de contentieux qui est non externalisé, et puis éventuellement si le travailleur ou l'organisation de travailleurs n'a pas obtenu gain de cause au travail de la réclamation, il aura la possibilité d'aller devant le tribunal du travail. X plus 35, je parcours rapidement les autres étapes avec vous. X plus 35, c'est la liste des candidats. C'est à ce moment-là que vous connaîtrez de façon presque certaine, mais pas encore certaine, les personnes qui seront candidats pour les élections sociales. Faites quand même attention de ne pas procéder et de vous dire que voilà, l'X plus 35 est passé, je vais pouvoir reprocéder à des licenciements. Faites attention parce que les listes des candidats peuvent encore être modifiées jusqu'à X plus 76 selon certains événements qui peuvent avoir lieu, comme par exemple la démission entre-temps d'un travailleur ou le fait que le travailleur a quitté son syndicat, des choses comme ça. Donc, on n'est pas encore tout à fait sûr X plus 35 de la liste, elle n'est pas encore définitive, en tout cas ça c'est clair. On aura différentes étapes entre X plus 40 et X plus 70. On va prendre certaines décisions et organiser certaines choses. À X plus 77, c'est le nettoyage des listes, j'en ai parlé tout à l'heure. Et 10 jours avant le jour du vote, c'est-à-dire X plus 80, on a la convocation des électeurs. Alors cette fameuse réclamation, qui peut introduire une réclamation, mais c'est un travailleur. Il peut y avoir intérêt évidemment, un syndicat, éventuellement la Confédération nationale des cadres, puisqu'on peut avoir cette organisation représentative des cadres qui intervient au niveau du conseil d'entreprise. Et ils peuvent introduire une réclamation auprès du conseil, auprès du comité, voire en l'absence de l'un ou l'autre, auprès de l'employeur. Sur quoi porte cette réclamation? D'abord sur les listes électorales, pour dire par exemple qu'elles sont incomplètes,
ou qu'un travailleur est mis dans une catégorie qui n'est pas correcte, ou éventuellement des mentions ou des noms qui ne sont pas exacts, ça arrive relativement, je dirais, fréquemment. Ils peuvent introduire une réclamation contre le nombre de mandats dans leur globalité ou la répartition qui en est faite, et la répartition qui est certainement entre les différentes catégories. Ils peuvent encore introduire une réclamation contre le rattachement de noms de dirigeants ou de cadres par rapport aux fonctions, sachant que pour les fonctions, c'est déjà trop tard, puisqu'il fallait il fallait agir à X-28 si on souhaitait introduire un recours, une contestation vis-à-vis des fonctions qui ont été mentionnées et reprises. L'organe auprès lequel on a déposé la réclamation aura encore 7 jours, on sera à ce moment-là à X+14 pour prendre sa décision. Il va statuer sur la réclamation. Dans l'hypothèse d'une modification, donc on accepte, on reçoit la réclamation, il y aura modification des listes ou des différentes listes ou des différents éléments. N'oubliez pas qu'il est évidemment nécessaire de réafficher. Quand on réaffiche, il faut évidemment aussi recommuniquer au niveau du SPF, emploi, travail et concertation sociale. Alors, si vous ne le faites pas électroniquement, ce sera vis-à-vis des syndicats et ça par écrit. Si vous n'avez pas encore, si l'organisation, les travailleurs n'ont pas encore reçu de satisfaction par rapport à cette réclamation, eh bien, il reste alors la possibilité d'aller se pourvoir devant le tribunal du travail. Ce sont les mêmes personnes qui peuvent le faire. Et contre quoi vont-ils se pourvoir? C'est contre la décision prise par l'employeur ou l'absence de décision prise par l'employeur. Une condition, un prérequis, c'est qu'une réclamation a déjà été formulée auprès d'un des organes, et il y a une exception à ce principe, c'est si jamais l'employeur a affiché de manière unilatérale les informations au jour X, et ces informations affichées par l'employeur ne sont pas conformes à ce que le comité ou le conseil avait décidé. Le tribunal du travail a encore X+28, donc la date de X+28 pour se prononcer, sachant que ce n'est pas un délai prescrit à peine d'une nullité, et donc si on dépasse ce délai, eh bien, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une erreur. Il faudra évidemment tenir compte dans le déroulement de la procédure qui va suivre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et nous verrons à propos la prochaine fois des bureaux de vote. Voilà, bonne journée.